Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité, des chemins vous ont permis de tracer une route qui a débuté par des virages. Vous vous êtes alors fixé une ligne qui, depuis 50 ans, vous a permis d'en écrire beaucoup d'autres. Votre voix les a réunis dans un coffret d'anthologie. Bonjour Yves Dutheil. Bonjour Jacques. Et c'est vrai que c'est un double événement pour vos 50 ans de chansons. Un coffret absolument hallucinant. Je crois qu'il y a 16 CD dedans. Oui. Il y a un livre avec les textes de vos chansons, mais pas seulement. On va en parler dans cette émission et revenir sur votre parcours à travers des dates clés, comme on l'a déjà fait avec vous dans les clés d'une vie, mais j'en ai trouvé d'autres. La première que j'ai trouvée, c'est le 17 mars 1972, le journal de Paris qui fait un reportage au Café-Théâtre La Resserre-Beaubourg. Vous êtes dans la salle et vous vous accompagnez à la guitare sur cette chanson. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Et d'ailleurs, on n'invitera que ceux qui voudront boire un verre. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? La Java. La Java. Et c'est l'histoire d'une bande de copains, ils sont 330 Oui. et ils font la Java tous les soirs, comme ça leur laisse un mois de vacances. Mais, Et en fait ils disent tant pis pour ceux qui viendront pas. mais c'est une chanson qui ne figure pas dans le coffret. Exact. C'est parce que c'est des maquettes. Enfin, on a voulu quand même mettre dans les maquettes des choses qui étaient audibles. Oui. Or là, c'est vraiment les toutes premières maquettes que je faisais avec mon magnétophone stéréo UR. J'avais 2 magnétos, je faisais des reports d'un magnéto sur l'autre. Alors le son était tellement épouvantable, on s'est dit non, on peut pas mettre ça, c'est pas possible. Alors, ça se passe dans les caves d'un restaurant où l'on propose une cuisine franco-algérienne. Et il y a un sous-sol où vous êtes arrivé pour un remplacement un jour, je crois, Yves Dutheil. Oui, Guy Lukowski, qui était un ami, qui l'est toujours d'ailleurs, guitariste virtuose, me demande un jour de le remplacer pour les fêtes de Noël parce qu'il pouvait plus assumer l'engagement qu'il avait contracté avec Geneviève Baylac, l'auteur de La famille Hernandez. Et là, je vais voir donc Geneviève, je lui montre mes chansons, ça lui donne une idée de spectacle. Et là, elle invente complètement un spectacle qui s'appelait Vous n'avez pas autre chose, en compagnie de Olivia Orlandi et Cléo Berger, 2 adorables comédiennes pieds noirs, avec l'accent et tout. Et en fait, le principe du spectacle, c'était, on passe une audition, il y a une voix off qui dit ouais, c'est pas mal, mais vous n'avez pas autre chose. Voilà. Et donc prétexte à sketch, à chanson, etc. Ça a été vos vrais débuts dans ce lieu où la famille Hernandez était jouée depuis 2 ans. Et c'est quand même une pièce qui a vu débuter Lucette Sahuquet, Marthe Villalonga et Robert Castel. Voilà. Et en fait, on avait dans la salle parfois moins de monde que sur scène. Mais on jouait quand même. Et c'est une façon d'apprendre son métier. Et en fait, là, j'ai aussi une anecdote d'une autre chanson qui figure pas forcément dans le coffret, mais que je vous livre maintenant, parce que décidément, Sud Radio, il y a des exclus, comme ça, des exclusivités. C'était la chanson pour faire la quête à la fin. Oui. En poussant la porte, en entrant chez nous, vous êtes devenus en quelque sorte des amis à nous. On rentrera pas les mains vides, c'est déjà beaucoup. Mais pour pouvoir continuer, il faut gagner des sous. Faut pas trop vous étonner qu'on vous les demande à vous. Un classique. Voilà. Et ça marchait? Au prorata du nombre de spectateurs, ça dépendait des soirs. Enfin, il fallait quand même vivre à cette époque-là. Et vous vouliez faire de la musique. Et je crois, Yves Dutheil, que votre découverte de la musique, avant le guitare, c'est le piano dans l'appartement familial. Et votre mère qui jouait du piano. Ma mère jouait du piano. Elle était élève de Cortot. Et elle jouait merveilleusement bien. Je voyais ses mains qui survolaient le clavier. Elle avait une façon particulière de jouer l'accompagnement avec les basses, puis un accord, les basses, puis un accord. Donc ses mains, c'était des oiseaux en fait. Et ça vous fascinait? Ah, moi, ça me fascinait complètement. Elle jouait pour me faire plaisir, parce que je lui demandais de jouer. Et que elle n'hésitait jamais, donc elle m'offrait vraiment ça en partage. Et je l'ai vécu comme un partage pendant toute ma vie après. Et ce qui est étonnant, Yves Dutheil, c'est que vous n'avez pas fait comme d'autres à l'époque. Ce qui marche pour les enfants, c'est la méthode Rose, qui a été publiée en 1901 et dans plusieurs langues. Vous apprenez le piano d'oreille, je crois. Oui, parce que j'ai jamais été doué pour le solfège. Oui. Et que ça, je ne l'ai jamais dit à ma prof de piano, parce que mon père m'a dit « Ah, tu veux jouer du piano? On va te faire prendre des cours. » Oui. Donc Mademoiselle Parent m'a fait prendre des cours de piano pendant des années en pensant que je lisais la partition. Mais quand elle me disait on va étudier la marche turque, je prenais le disque, je l'apprenais par cœur comme ça d'oreille, et en faisant semblant de lire la partition, je lui jouais la marche turque. Ça n'a jamais éveillé les soupçons. Non. Alors, il y a aussi les mots. Et votre amour des mots, Yves Dutheil, est né, je crois, des mots croisés que votre mère faisait.
Ma mère était championne de mots croisés. Elle faisait tous les concours. Il y avait des concours de rébus, il y avait des concours avec des revues qui proposaient des énigmes. On faisait avec elle aussi des parcours, des rallyes le dimanche, où on mettait Larousse en 20 volumes dans le coffre pour répondre aux énigmes qui parsemaient la route. Et en fait, ma mère m'a donné l'amour du français à travers cette expérience incroyable et réaliste en fait de l'utilisation des mots. Il y a une enquête en ce moment sur les mots croisés qui remonte à 44, car un responsable des préparatifs du jour J a découvert dans le Daily Telegraph, quelques jours avant le jour J, des mots qui étaient exactement les mots codés pour le débarquement. Alors on a arrêté le professeur, apparemment c'était un pur hasard, mais on n'en est plus sûr, on se demande s'il n'y a pas eu une trahison à travers les mots croisés pour aider l'Allemagne. C'est fou, hein? Ah, c'est incroyable. Alors, la musique, ça a commencé à l'école, et je crois que la guitare, c'est venu à 15 ans, Yves Dutheil. Absolument, parce que je faisais partie de l'orchestre du lycée, avec Patrice Marquis, qui jouait la guitare comme Django Reinhardt, mais plus vite encore. Et je me disais, mais c'est fou, moi je joue du piano, mais quand j'arrive chez les copains, je suis pas sûr qu'il y aura un piano, donc comment je fais? Et peu à peu, j'ai piqué la guitare des copains de l'orchestre et j'ai commencé à jouer des morceaux avec leur guitare électrique. Et j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare pour Noël. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la guitare. Et cette guitare, on l'a vue à la télévision dans le petit conservatoire de Mireille, car c'est vos débuts, et il y a 2-3 séquences qui sont dans les archives. C'est Mireille qui vous a beaucoup aidé aussi. Alors Mireille a été, comme je dirais, le seuil de ma vie artistique. Elle a ouvert la porte. Elle était le seul endroit où on pouvait se présenter. Après, c'est vrai qu'il y a eu Alice Donat qui a créé un atelier, Claude Lemel qui a créé aussi un atelier d'écriture. Et puis après, c'était l'ancêtre de The Voice en fait. Exactement. Et c'est Sacha Guitry qui lui avait suggéré de faire ce petit conservatoire à la radio pour 6 mois. Et ça a duré 30 ans. Ben, c'est ça. Et en fait, j'ai chanté beaucoup grâce à elle, à la télévision, à la radio. En faisant des expériences, quoi, parce que quand on chante pour la première fois à la radio, on apprend à servir du micro. À la télévision, on joue avec la caméra, mais en fait, elle était très sévère. Très sévère. Et elle avait raison. Et puis ensuite, les premiers disques sont venus avec la première chanson. Je regarde un instant vers toi. Tu es presque appuyé sur moi. Virage, le premier disque, la première 45 tours. Il a fallu 6 ans pour convaincre une maison de disques avec des chansons que vous aviez écrites dans votre chambre, je crois, le soir, Yves Dutheil. Oui, les premières chansons, c'était des chansons que j'ai gardées dans mes carnets d'adolescent. Et je commençais... Alors, j'ai écrit en anglais, d'abord. Oui. Ah bon? Oui. J'ai écrit d'abord en anglais parce que je chantais les Beatles, je chantais les Blood, Sweat and Tears, Chicago, je chantais des morceaux de rhythm and blues avec ma guitare. Mais aussi, des chansons françaises un petit peu, mais Paul Naref, un petit peu musicalement, c'était quand même assez fort. Et puis, à un moment donné, effectivement, j'ai commencé à écrire vraiment des chansons et je me suis rendu compte que le français sonnait aussi bien que l'anglais. Rythmiquement, il y avait des accents toniques qui n'étaient pas placés pareil, mais ça sonnait très bien. Et donc j'ai commencé à traduire mes propres chansons anglaises en français, et j'ai plus écrit que en français. Et il y a une chanson que vous avez écrite très tôt, mais qui a figuré beaucoup plus tard dans un de vos albums. Un jour, sur un piano, une puce élue domicile, elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé, beaucoup sauté, beaucoup piqué, et pour ne pas qu'on la voie, sur une noire, elle s'installa. C'est vrai que c'est une de vos premières chansons, je crois qu'elle date de 1968. Oui, alors j'ai été surpris parce que Ronan Luce m'a dit qu'il s'était inspiré de cette chanson pour ses premières à lui. Incroyable. Et donc la chaîne voilà, ça boucle un peu la boucle, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'était très tôt, c'était avant. Vous l'avez retrouvé quelques années plus tard pour l'enregistrer. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'est dit sur le premier album, tiens, mettons cette chanson aussi. Guitare-voix, ça posait pas de problème. Et puis, vous avez aussi travaillé avec des auteurs qui vous ont appris certaines choses, et cette chanson est née justement de cette collaboration. Remets ta montre à l'heure, chérie, je ne peux pas passer, chérie, ma vie avec un courant d'air. Alors ça, c'est inattendu, Yves Dutheil. Remets ta montre à l'heure. Complètement. Remets ta montre à l'heure, le texte est de Charles Level. Oui. L'immortel auteur de La Bonne du Curé. Oui. Mais qui a écrit aussi des merveilles. Vraiment des textes. Il a fait un disque merveilleux avec les frères Costa.
prendre l'autoroute A1 pour un petit voyage à 2, s'arrêter manger à 3, etc. Enfin, c'est délicat, joli, très bien trouvé. Et il avait écrit une merveille pour sa compagne Claire, qui disait « Au cinéma d'essai, le film était suédois. J'ai essayé bien sûr de caresser tes doigts. Et la source a jailli de nos deux mains complices. Il y a 11 ans, Léa n'était pas à Rungis. » Une merveilleuse chanson qui montrait qu'au-delà du fait qu'il était capable d'écrire n'importe quoi dans le temps donné, une demi-heure, 1 heure, en arrivant au studio, le playback était prêt, les producteurs faisaient appel à lui pour écrire un texte. Et il était aussi capable d'écrire des chefs-d'œuvre. Oui, et moi je me souviens d'un soir où il adorait improviser dans une soirée caritative. Il chante à l'Orée du Bois, un restaurant de la Porte-Maillot. Et à la fin, le patron qui l'a pas reconnu vient le voir et dit bon, allez, un dîner est 100 francs et vous jouez tous les samedis ici. Ouais, c'était assez drôle. Il a refusé, bien entendu. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui vous ont appris votre métier. Oui, parce que débuter, on se rend compte que c'est vraiment une forme d'émulation. Incroyable, parce qu'on a des parrains d'écriture. Moi, j'ai eu la chance aussi d'écouter Nougaro, d'écouter Brassens, d'écouter Brel. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Pierre Delanoë. On va en parler tout à l'heure parce que c'est aussi quelqu'un d'important dans votre vie. Et puis, il y a eu une autre date qui est importante aussi, une télé, qui est le 21 mai 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Duteil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Duteil, 50 ans de chansons, c'est passé trop vite, avec un coffret de 16 CD, un livre, Chemin d'écriture, dont on parlera tout à l'heure, et qui sont des événements un de plus pour vous. Et dans les dates clés que j'ai trouvées, il y a le 21 mai 77, une émission de télévision, vous n'êtes pas là. Ça s'appelle Hebdo Chanson, Hebdo Musique, et une journaliste romantière vous présente, et on entend cette chanson. Le présent n'est qu'une étincelle qui court sur un fil de dentelle pour assembler tous ces dessins qui sont à nos destins fidèles. Tisserand, mon ami, si tu devais tisser... Alors il se trouve que cette journaliste s'appelle Carole Sandrel, elle est romancière, et c'est elle, dans cette émission, chargée de présenter quelqu'un, et elle dit « J'adore Duteil, parce que je suis fan, mon fils aussi, et c'est pour ça qu'elle a choisi cette chanson. » Et cette dame, plus tard, a créé la Société des Amis de Bernard Lazare, premier défenseur du capitaine Dreyfus. C'est étonnant. Oui, c'est fou ça. Vous ne la connaissez pas? Non, pas du tout. Une fan et son fils, donc déjà les jeunes aimaient Yves Duteil en 77. Et oui, et Bernard Lazare, je crois, a été le premier à dire ce qui a été repris après. Dreyfus était innocent. C'est déjà beaucoup. Ah oui, on l'aurait voulu parer de toutes les vertus. Dreyfus était innocent, et c'est déjà beaucoup. C'est fou comme ça vous a marqué cette histoire, bien sûr familialement, mais aussi médiatiquement, parce que vous avez conservé le secret pendant des années. Comme dans ma famille, en fait. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas parce qu'on avait pris l'habitude de ne pas en parler. Et chaque fois que j'essayais d'en parler avec mon père, c'était le silence en face. Et j'ai vraiment appris l'affaire Dreyfus comme ça au compte-gouttes à travers le reste de la famille qui, elle, n'avait pas ce réflexe. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de vivre dans la lumière de cet homme plutôt que dans son ombre. Et c'est ainsi que, depuis, en plus, il a été innocenté, c'est ainsi qu'est née la vraie histoire, une histoire qui a traversé le temps et qui, aujourd'hui, fait partie de notre histoire. L'histoire avec un H majuscule, absolument. Exactement. Alors, après le premier album, il y a eu le second, et là, on a voulu vous moderniser, Yves Duteil, et ça ne vous convenait pas du tout. Non, en plus, on ne m'avait pas mis au courant. Ça, j'étais un peu énervé parce que du coup, on vous fait travailler avec un certain arrangeur qui vous métallise le son, qui met des guitares métal là où vous avez une guitare nylon, qui met des rythmiques là où vous avez des airs de ballade. Et j'ai pas aimé du tout, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Et j'ai dû refaire des chansons. J'ai dû pour la première fois me fâcher vraiment et dire moi j'arrête. Là j'arrête avec ce directeur artistique et je reprends ma liberté artistique de création. Et donc, j'ai pas pu refaire toutes les chansons, mais j'en ai refait quelques-unes. Et elle figure dans ce coffret de 16 CD. Alors ensuite, il y a eu une autre chanson, le troisième album, et là, ça a été le vrai démarrage. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous l'apprendrai la danse dans ce joli petit bois. Alors là, j'ai gagné des paris, car quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, je dis que ce sera un succès, et on me dit, mais non, c'est dépassé, c'est le passé, qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est vrai que ça a surpris tout le monde, cette chanson, Yves Dutheil. D'abord, je peux le dire aujourd'hui, j'ai écrit cette chanson comme ça parce que Fugain avait écrit attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Donc je me dis oui, on peut y aller dans cette direction-là. Et le directeur de la maison de disques, quand il est passé au studio, a dit au directeur commercial, son nom va me revenir dans un instant, tu crois pas que tu vas vendre un album avec ça? Oui. Et ça a donné 1 300 000 exemplaires. Et comment l'expliquer? Je crois que dans ce métier, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. En fait, il faut avoir du flair, il faut savoir, comme Monique Lemarcy a pu le savoir, sentir le public et anticiper ce qui peut se passer pour une chanson ou pour une autre. Il y a des chansons où on dit ça c'est un tube, ça va marcher, et puis pas du tout. Et il y a des chansons totalement inattendues qui arrivent et que le public adopte massivement. Et du jour au lendemain, ça a changé votre vie? Du jour au lendemain, ça a changé notre vie sans la changer vraiment. Parce que comme on était déjà au 3e album, avec Noël, on se disait, bon, bah, peut-être ça va marcher, peut-être ça marchera pas. Mais si ça marche pas, de toute façon, on trouvera quelque chose. On fera quelque chose d'autre et on va vivre heureux quand même. Et c'est à ce moment-là que le destin a choisi que ça marche. Oui, et en plus, cette chanson correspond au style que vous avez adopté ensuite, Yves Dutheil, c'est-à-dire l'autobiographie musicale. C'est son mot début. Exactement ça. C'est une audiobiographie à travers les chansons, qui sont devenues effectivement ma vie, notre vie, mais avec ce voile de pudeur qui fait que chacun peut s'approprier l'histoire, l'image, le souvenir ou le sentiment. J'ai pas écrit prendre une enfant par la main, un exemple. Exact. Et toutes les chansons d'amour sont pas des chansons qui ont été livrées à travers le trou de la serrure. Je dirais c'est vraiment le sentiment qui prédomine, l'émotion, la beauté du geste, la beauté du moment. Et chacun, en fait, peut s'approprier ce moment, cette image, ce sentiment, comme si j'étais un peu un écrivain public. Un écrivain public, c'est celui à qui on demande d'écrire une lettre d'amour à sa chérie parce qu'on n'est pas capable de le faire. C'est quelqu'un qui annonce les baptêmes, les mariages, et qui écrit le texte de l'événement. Je me sens un peu comme ça, en fait, à travers ce que m'ont renvoyé les gens de mes chansons. Oui, et quand on découvre ce coffret et qu'on voit le titre des chansons, il y en a de plus en plus qui régulièrement parsèment les albums, qui sont des autobiographies musicales. Oui. Et c'est une vérité, en fait, intérieure, très intime, et en même temps, plus je vais vers l'intime, plus j'ai l'impression d'aller vers l'universel. Alors que c'est plutôt l'inverse, on se dit, bon, bah, je vais parler des condamnés à mort, je vais parler de la lutte fratricide de deux peuples qui s'exterminent mutuellement, je vais parler... Non, et en fait, la vie, elle est faite de ça, oui, c'est vrai. Et je ne l'ai pas éludé dans mon parcours, puisque je parle du mur de Berlin, d'Yitzhak Rabin, de la tibétaine, de la drogue avec Aller simple pour l'enfer. Mais c'est, en fait... une fois la tendresse, une fois la rencontre, une fois la souffrance, une fois le bonheur, une fois l'émotion, une fois la révolte. Et notre année, je dirais, ressemble plus à cet éventail de sentiments, de moments différents, que de dire bah, je vais faire un album que de chansons d'amour, un album que de chansons d'engagement, etc. Et oui, c'est une audio-biographie musicale où il ne s'agissait pas simplement d'écrire de jolies chansons. Il fallait aussi qu'il y ait du contenu. Alors, il se trouve que dans ce premier album, La Tarentelle, les premiers exemplaires sont arrivés dans les coulisses du Théâtre de la Ville, où vous passiez, et c'était un pari, parce qu'à 18h30, c'était Jean Mercure qui avait eu l'idée, personne n'imaginait un spectacle à cette heure-là. Aujourd'hui, on est habitué, mais à l'époque, on avait dit, mais il n'y aura personne. Le célèbre 18h30... Oui. Du Théâtre de la Ville. Alors c'était très impressionnant parce que si à 31 vous n'étiez pas sur scène, là c'était la panique à bord. Et si à 31 vous n'étiez pas sorti de scène 19h31, là c'est pareil parce qu'il y avait tout le montage du spectacle du soir, etc. Non mais c'était très rigoureux. Mais en même temps ça a été comme une libération pour moi parce que ce fameux directeur commercial dont le nom va me revenir dans un instant avait décidé de m'offrir pour ce spectacle mon premier quatuor à cordes. Et donc, l'orchestration était très enrichie, très belle. Et le spectacle, pour moi, était d'une densité sans égale par rapport à tout ce que j'avais fait avant. Et c'est d'ailleurs au Théâtre de la Ville, bien avant vous, qu'on a créé Roméo et Juliette de Charles Gounod, Les Pêcheurs de Perles et La Jolie Fille de Perse de Bizet.
sur cette scène. Je suis très heureux de faire partie de cette lignée. Et un soir, justement, Pierre Delanoë est là, Yves Dutheil. Oui. Il vous a vu au Théâtre de la Ville et il vous a donné un cours d'écriture. Voilà, il m'a appelé, il m'a dit, vous avez écrit Petit Patron, La Petite Tarentelle, Le Petit Pont de Bois. Vous écrivez petit. Je voudrais vous apprendre à écrire grand. Alors je me suis dit, ça c'est intéressant quand même. Soyons modestes et humbles. Et donc j'ai été à la rencontre de Pierre Delanoë. Et avec un texte d'ailleurs pas fini, qui me donnait du fil à retordre, qui s'appelait « Il me manquait toujours ». C'est une chanson d'amour pour Noël. Et donc, voilà, on se rencontre, et il m'explique 2-3 choses, et il s'en va avec ce début de texte pas terminé, où j'arrivais pas à continuer. Et il me renvoie quelques jours plus tard, le texte fini. Ça allait pas du tout. Je trouvais ça pas bon, du tout. Puis ça racontait pas du tout notre histoire. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je prends. En fait, il avait écrit, moi j'avais fait, il me manquait toujours une pierre à ma maison, une heure au fil des jours, un mot dans mes chansons. Il me manquait alors une aile à mon moulin. Je n'avais pas encore de fruits dans mon jardin. Il me manquait alors une aile à mon moulin. Pourtant, je ne manquais de rien. Et là, en fait, il m'avait dit, non mais ça va pas du tout. Vous donnez trop d'idées dans le même quatrain, les gens vont pas comprendre. Vous dites d'abord que ça va vous manquer, après que vous ne manquez de rien. En plus, vous parlez pas français, vous dites, il me manquait toujours une pierre à ma maison. Non, on dit pas ça, on dit, il manquait toujours une pierre à ma maison. Enfin, rien n'allait. Et il m'envoie un texte qui disait en substance, il manquera toujours une pierre à ma maison, une aile à mon moulin, tant qu'il ne sera pas le tien. Bon, je disais, ça, c'est pas... voilà, non. Alors, il n'a pas pris la mouche du tout. Il m'a dit, bon, ok, mais j'espère que ça va vous donner un coup de pied au cul pour finir la chanson. Voilà. Et vous l'avez terminé. Et j'ai terminé. Et il y en a eu d'autres, et on va les évoquer à travers Et je dois dire que ça a donné vraiment naissance à une vie d'amitié et de respect mutuel. Et dans le coffret, je rends hommage à Pierre Delanoë en chantant sa propre chanson préférée parmi les 5000 qu'il a écrites, Soirée de Prince. Voilà. Et vous êtes justement un prince, et on va évoquer non pas un prince, mais quelqu'un de la noblesse à travers une autre date, le 25 juin 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Dutheil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Dutheil. Nous évoquons ce coffret, 50 ans de chansons, plus de 200 chansons en 16 CD, et en même temps un livre qu'on va également évoquer tout à l'heure, Chemin d'écriture, car c'est de l'écriture. Et vous êtes de plus en plus un écrivain en même temps qu'un chanteur, et une date me l'a rappelé, c'est le 25 juin 1986. Ce jour-là, vous êtes au journal télévisé en compagnie de Jean d'Ormesson. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous êtes tous les deux, et Jean d'Ormesson dit « Je suis un fan d'Yves Dutheil ». Et vous vous en souvenez, non? Je me souviens qu'il me l'a écrit. Oui. Mais vous savez que j'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'avais perdu le souvenir du fait qu'il me l'avait dit comme ça en face. Voilà, et c'était Noël Mamère qui présentait le journal sur Antenne 2, et vous étiez là. Il prend la défense de la langue française, qu'il trouve que elle n'est pas toujours au mieux de sa forme, et malheureusement c'était déjà en 86, vous voyez où on en est aujourd'hui, et vous vous emparez du micro, et vous chantez un refrain que vous avez repris avec beaucoup d'autres, et dans ce coffret, il est interprété avec Daniel Lavoie. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie le tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. Moi, je me souviens un jour, j'étais à Montréal et j'ai assisté à un spectacle d'Yves Dutheil, et quand vous avez chanté cette chanson, le public s'est levé, comme si c'était un hymne national. Et c'est toujours le cas. C'est fou. C'est-à-dire que je reviens du Québec, où la tournée vient de se dérouler, et tous les soirs, le public criait au début de la chanson. Ah, et à la fin, se levait, et certains soirs, il me chantait « Mon cher Yves, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». C'est fou, vous n'auriez jamais imaginé Yves Dutheil. Non, jamais. Surtout quand vous avez rencontré Félix Leclerc, qui est à l'origine de cette chanson. Ben, c'est une conversation avec Félix qu'on a eue grâce à Jean Dufour, qui nous avait avec Noël invités à passer la journée chez Félix à l'île d'Orléans. Et dans cette journée, Félix nous a expliqué que
Au Québec, 95% de francophones étaient obligés de s'exprimer en anglais, de chanter les cantiques en anglais, de faire de l'administration en anglais. Et ça avait provoqué chez lui une sainte colère, je dirais. Et il exprimait cette colère comme un soldat défenseur de sa culture face à un océan anglophone qui voulait à tout prix étouffer le français. Et d'ailleurs, Robert Charlebois, on est toujours inquiet. On l'a eu à ce micro voici quelques semaines, et il dit la même chose. Parce que c'est encore ce qui se passe aujourd'hui au Québec, avec un déclin de la francophonie en nombre d'habitants, parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration, que les étrangers qui arrivent au Québec choisissent parfois l'anglais, parce que c'est plus facile. Et donc, il y a une campagne qui a été vraiment organisée par le gouvernement du Québec pour essayer de lutter contre le déclin de la langue française dans la belle province. Et donc, il y a une pub, une publicité, un clip qui a été fait d'un aigle qui prend son vol. Et pour décrire le vol de cet aigle, on utilise plein de mots anglais pour montrer comment on peut ne pas bien faire. Voilà. Et cette chanson est tellement importante pour les Québécois que je crois que le Premier ministre vous a remis il n'y a pas longtemps, Yves Dutheil, les insignes de l'Ordre national du Québec. Il y a quelques jours. C'était le 5 avril dernier. Et c'était un moment extraordinaire, un moment très émouvant. Il y avait 15 ministres qui étaient présents, il y avait beaucoup de députés, et un public choisi, vraiment au milieu d'une bienveillance et d'une affection qui nous ont énormément émus, touchés. Et c'était un moment, je dirais, j'ai reçu pas mal de distinctions dans ma vie, mais je crois que celle-là, je vais la porter à l'intérieur de ma poitrine. Et on a dit aussi à l'époque, Yves Dutheil, que c'était votre première chanson d'engagement, La langue de chez nous. Oui, c'est la première chanson où j'ai pris conscience qu'une chanson pouvait rassembler. Pas forcément convaincre, si on n'a pas envie de l'être, mais rassembler, oui. Parce qu'il n'y avait pas un lieu virtuel pour se rassembler, pour se retrouver autour des amateurs de la langue française, des amoureux de la langue française. Et cette chanson, c'est ça qu'elle est devenue. C'est comme une sorte d'hymne qui ne dit pas vraiment son nom et qui n'a pas vraiment un pays où se déclarer. Mais par contre, ceux qui ressentent le français comme quelque chose qui serait proche d'un trésor à protéger, aime chanter cette chanson. Alors, on aime vos chansons, mais il y a une chanson qui est devenue un cauchemar pour certaines, c'est celle-ci. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais au bout d'une heure ou deux, quand je me prends pour un artiste, ça donne un résultat miteux. Ça me rend profondément triste, et quand je suis malheureux, j'ai la guitare qui me démange. Alors quand je dis que c'est un cauchemar, c'est que je crois que Air France l'a utilisé pendant 6 mois et que c'était tragique pour les hôtesses. Oui, tous les stewards, les hôtesses m'ont maudit parce qu'ils ont entendu cette chanson à tous les décollages et les atterrissages dans les haut-parleurs des avions et ils en pouvaient plus, vraiment. Mais je peux les comprendre parce que moi c'était un peu le cas aussi, je dois dire. Bien que j'adore écrire ce genre de chansons. Et que j'en ai écrit une là récemment qui figure aussi dans le coffret, qui était inédite, qui s'appelle Le Tango du chocolat. Oui, je sais que vous aimez le chocolat en plus, vous n'êtes pas le seul. Mais c'est vrai, comment était venue cette... Pourquoi Air France vous avait pris cette chanson? Parce qu'à l'époque, il y avait de la musique au décollage et aux atterrissages, mais vous ne demandez pas votre avis. Oui. Ils choisissaient un programme, et dans ce programme, il y avait cette chanson. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est pourquoi les hôtesses ont toujours les mains derrière le dos lorsqu'elles vous accueillent à bord d'un avion. C'est pas seulement par politesse, mais en fait, on sait depuis quelque temps qu'elles ont un petit boîtier et elles comptabilisent les passagers qui montent avec ce petit boîtier avant le décollage. Exact. Et ça, c'est aussi un secret de profession. Alors, ça aussi, c'est l'autobiographie, parce que finalement, chaque événement de la vie vous inspire de temps en temps. Écrire une chanson, c'est pas forcément suivre le cours du fil de la vie comme tout arrive en matière de journalisme ou d'actualité. Donc tout ne m'inspire pas. Et il y a des photos que je ne fais pas avec mon appareil photo et que je regrette de ne pas avoir fait. Et je sais que si un moment m'inspire et que je n'écris pas tout de suite la chanson au moment où la forme me vient, je vais l'oublier. Donc je suis effectivement très instantané dans l'écriture et j'essaie de garder la mémoire de la forme sur laquelle me viennent les premiers vers d'une chanson. Vous avez toujours un petit dictaphone à votre disposition? J'ai toujours ça, oui. Et maintenant, avec les téléphones, par chance, on a sur soi un dictaphone. Et un jour, vous êtes en vacances au Portugal, et c'est ainsi qu'est née cette chanson. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
chanson pas prendre un enfant pour un roi. Alors, il y a la musique qui est née d'abord et les paroles ensuite 15 jours plus tard. C'est ça, exactement. La musique était tellement, m'inspirait tellement que je me disais non, mais je vais la garder comme ça, je vais pas mettre de texte dessus, je vais juste conserver ça comme une musique. Et puis, le texte est venu quelques jours après. On était donc au Portugal et cette musique, elle a quelque chose d'un fado. Et le texte après, c'était un moment aussi que j'ai pu saisir comme ça au vol et qui m'est venu de façon extrêmement inspirée. Tout est venu dans le désordre en très peu de temps. Le temps après, ça a été celui de mettre tout dans l'ordre, d'organiser la chanson avec la richesse de tout ce qui m'était venu. Sans imaginer qu'elle aurait un tel destin. Non, sans imaginer. Même d'ailleurs à la radio, quand le disque est sorti, au départ, on dit oui, c'est une chanson de plus. En fait, une chanson, elle ne marche pas toute seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette l'accent, le projecteur sur une chanson, et en fait, on se rend compte qu'à la radio, il faut l'entendre 3, 4, 5 fois par jour, peut-être pour la mémoriser, et après seulement, comme disait Brassens, on rentre pas dans une chanson comme dans un moulin. Et Monique Lemarcy, qui a assisté à notre spectacle un peu plus tard, 1 an et demi après la sortie de l'album, au Théâtre des Champs-Élysées, dans le public, à travers la réaction du public et sa propre émotion, elle a dit, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose. Et elle a programmé la chanson comme une nouveauté, 1 an et demi après la sortie de l'album. Et c'est de là que c'est devenu un succès. Et c'est devenu la chanson du siècle, mais pas seulement à la télévision, à l'Olympia, parce qu'on a oublié que Notre Temps, le magazine lu par les seniors, a lui aussi fait un sondage, et on ne l'a pas assez dit, mais vous avez gagné ce sondage. Aussi, voilà. Et je suis très heureux d'avoir ce classement, cette distinction de la part du public. Parce que c'est un sondage, on ne triche pas avec le public. C'est pas quelqu'un qui réunit 5 ou 6 personnes dans un bureau et puis qui fait un jury comme ça, qui délibère. Non, c'est vraiment un sondage. Et c'est comme le prix du public pour le festival de Spa. C'est ma légion d'honneur aussi. Voilà. Et en même temps, cette chanson, on l'entend toujours aujourd'hui parce qu'elle est liée, par exemple, quand il y a des drames liés à l'enfance comme la maltraitance, qu'est-ce qu'on écoute? Prendre un enfant par la main. Je crois que des soldats de la force des Nations Unies à Beyrouth, après un attentat, ont chanté Prendre un enfant par la main. Oui, et ça a été un moment important parce que je me suis rendu compte que dans cette chanson qui est l'expression même de la douceur, on trouve une arme pour lutter contre la violence. Et ça a toujours été mon credo. Plus ce monde est violent, plus ce monde est cruel, plus il est dur, indifférent, cynique, inhumain, plus on aura besoin de la douceur pour contrebalancer cette violence, cette dureté, cette cruauté. C'est de là que je pense que la douceur est un acte militant, en tout cas pour ma part. Oui, et vous militez pour ça. Et puis il y a une chanson dans ce coffret qui est d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire, c'est notoire. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. La glorieuse histoire de France est truffée d'assassinats, de massacres et de violences et autres coups d'État. Alors cette chanson, quand on voit les débats à la télévision aujourd'hui qui n'en finissent pas avec des gens qui n'ont rien à dire, ça correspond à cette chanson, Yves Dutheil. Et oui, oui, et ça correspond d'autant plus aussi à la réalité que il y a des pays aujourd'hui où on est en train de refaire l'histoire, de raconter l'histoire. L'important de la bataille, c'est l'histoire, la façon dont on la raconte. Et on voit bien, à travers cette falsification de l'histoire, combien il est important d'établir la vérité historique et de s'y maintenir. Parce que on peut tromper tout un peuple. On peut, comment dire, modifier la réalité perçue d'un peuple au regard de sa propre histoire. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans le monde en ce moment. Oui, et cette chanson date de plusieurs années. Et déjà à l'époque, ce qui vous énervait, c'est les gens qui parlaient beaucoup pour ne rien avoir à dire. C'est exactement ce qui se passe dans certains débats à la télévision aujourd'hui. Vous étiez en avance sur votre temps. En tout cas, c'est un engagement en parole qui exprime le contraire de ce qu'on voudrait dire en termes de vérité. L'idéologie, c'est une véritable tromperie de la réalité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la parole est falsifiée. La parole est, en fait, l'homme, comme si l'homme avait inventé la parole pour déguiser sa pensée.
et non pas pour l'exprimer. Et les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et surtout, vous gardez précieusement tous les petits carnets à carreaux sur lesquels vous avez écrit des chansons. Pas question d'ordinateur, Yves Dutheil. Non, pour les chansons, ça c'est certain. J'ai vraiment l'habitude d'écrire à la main parce que je garde mes ratures. Et que les ratures sont aussi importantes que ce qu'on a écrit. Parce que entre prendre un enfant par la main et prendre un enfant pour le sien, forcément, cette idée de prendre un enfant pour le sien, je l'ai pas eu forcément à la fin de la chanson. Je l'ai eu aussi peut-être au début en même temps que la première. Donc il faut que je garde la trace des ratures que j'ai pu faire pour pouvoir retrouver le fil d'une idée en reconstituant la ligne de pensée. Alors oui, j'écris sur des petits carnets à carreaux à la main et pour une chanson, parfois, j'ai un carnet entier. Voilà. Et on va continuer justement à vous suivre à la trace, celle de votre écriture, à travers une autre date, le 10 mai 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Dutheil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Dutheil, 50 ans de chansons, avec un coffret qui est sorti le 10 mai 2023, l'émotion me fait bafouiller, 50 ans de chansons et plus de 200 chansons dans ce coffret de 16 CD, et puis un livre, Chemin d'écriture chez Archipel, où il y a non seulement l'intégrale de vos chansons, comme beaucoup le font, mais en même temps des commentaires biographiques et des souvenirs. Pourquoi avoir fait ça aujourd'hui, Yves Dutheil ? Je l'ai fait à la demande de l'éditeur, Jean-Daniel Belfond. Ça fait longtemps qu'il me demande en fait un livre. Au départ, il s'agissait d'un livre autobiographique, mais ça, on l'a fait avec Chemin de Liberté. Et puis là, il m'a proposé cette intégrale. Et à un moment donné, il me dit, mais ça donnerait une plus-value si tu écrivais entre les albums le climat, ce que tu as envie de préciser quant au moment de cette écriture, pour le contexte, en liberté, voilà. Mais j'aimerais avoir au moins une dizaine d'interventions de ta part entre les albums. Je dis ok, mais ça m'a pris tout un été d'écrire ça. Après, on a commencé à écrire un commentaire. J'ai commencé à écrire un commentaire par chanson. Mais comme j'ai commencé, je me suis dit maintenant il faut que j'aille au bout. Et il y a plus de 200 chansons. Donc il y a un commentaire personnel par chanson qui s'ajoute en fait au commentaire global de Bruno Tumers, qui est un journaliste spécialisé chansons françaises en Belgique à la RTBF, et qui connaît ma carrière mieux que moi. Et évidemment, au début, il y a une superbe, magnifique préface de Didier Van Kovelaert. Que vous avez choisi ? Que j'ai choisi, mais c'est presque lui qui m'a choisi. Parce qu'on était invité dans une émission de télévision, et il était l'invité de la veille. Et la veille, quand on lui a dit vous avez un message éventuellement pour notre invité de demain, c'est Yves Dutheil. Yves Dutheil, mais il a écrit la chanson des écrivains et il commence à parler de l'écritoire. Et dans des termes qui m'ont bouleversé, qui m'ont très, très profondément touché. Et donc j'ai parlé avec lui le lendemain, j'ai demandé son numéro de téléphone pour le remercier. On a dîné ensemble, enfin ça a été très chaleureux. Et puis cette intégrale au début devait s'appeler l'écritoire. Et on s'est dit mais c'est lui qui doit faire la préface. Exactement. Alors, il y a ce livre et il y a ce coffret de 16 CD avec plus de 200 chansons. Ça aussi, ça a été une aventure incroyable, Yves Dutheil. On a travaillé là-dessus jour et nuit pendant des mois, pour tout récupérer, pour tout retrouver des textes inédits, retrouver des versions inédites des chansons enregistrées comme ça, avec un petit dictaphone en maquette. On a retrouvé des textes oubliés, on a retrouvé des versions oubliées. Que vous aviez vous-même oublié d'ailleurs. Oui, que j'avais pour certaines oubliées moi-même. Et puis on a fait un concert imaginaire constitué de sorties de console dans des concerts divers et variés, mais où on a chanté des versions des chansons qui sont différentes de celles des versions des albums en public qui sont vraiment sortis. Donc en fait, il y a peut-être 90 chansons en version inédite dans ces 370 chansons du coffret. Et dans le livre, il y a des textes qui ne sont jamais devenus chansons, mais qui ont été quand même des textes écrits. Et donc, il y a vraiment tout, pratiquement, à quelques exceptions près, puisque vous en avez trouvé. Oui, il y a des chansons, bien sûr, que tout le monde connaît, d'autres qu'on connaît moins. Et puis, il y en a une, à mon avis, qui est essentielle pour vous dans votre carrière, c'est celle-ci. Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda. Le printemps faisait des merveilles. Ce jour-là, j'étais bien, tu étais sereine. Le soleil sur l'agenda, dédié à Noël, la femme de votre vie. Et j'ai le sentiment que sans Noël, vous seriez peut-être pas là aujourd'hui avec 50 ans de chansons, Yves Dutheil.
C'est une certitude absolue. Noël, quand je parlais de douceur tout à l'heure, c'est l'expression de à la fois la douceur et la rigueur. Il y a une rigueur dans sa douceur et dans son approche de la bienveillance qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui peut me dire « Oui, c'est bien, mais tu peux aller plus loin ». C'est la seule qui peut m'apporter une critique aussi violente soit-elle, parce que je sais qu'elle ne peut être que bienveillante. Noël, c'est un ouragan de douceur. Et en même temps, ce soleil sur votre agenda, vous l'avez conservé. Le jour où, car ça correspond à la réalité. Ça correspond à la réalité. Il y a un soleil sur un agenda le jour où on s'est rencontrés, ou que l'on célèbre chaque année comme étant un jour essentiel de notre vie. Exactement. Alors il se trouve aussi que ces chansons, il y a un ordre, il y a un travail, il y a une cohérence, parce qu'il fallait donner un reflet fidèle à votre parcours, Yves Dutheil. Alors on a beaucoup hésité. Comme je le disais en fait tout à l'heure, en fait, la vie, elle se présente pas avec une période d'amour, une période de violence, une période de douleur, une période de douceur. Non, elle se présente avec un jour quelque chose de violent. Le lendemain, une bonne surprise. Le surlendemain, un deuil. Après, une révolte. Après, un engagement, une belle rencontre. Et en fait, le meilleur classement pour offrir tout ça au public, c'était la chronologie. Et c'est pour ça qu'on a gardé cette intention de mettre les albums tels qu'ils étaient, de mettre les chansons telles qu'elles étaient, même si dans le coffret j'ai des regrets sur certaines chansons parce que l'orchestration me plaît moins, parce que je pense qu'on a pu passer à côté de quelque chose, parce que la réalisation n'était pas absolument bien parfaite, etc. Mais j'ai choisi de laisser les chansons dans leur état de production. Et quand j'ai eu des regrets, j'ai réenregistré certaines des chansons. C'est pour ça qu'il y a des enregistrements de 2021, des enregistrements de 2023 sur certaines des chansons où je me suis senti plus à l'aise de faire un piano-voix, ou de faire un guitare-voix, ou de faire une autre version. Alors il se trouve que dans les maquettes, parce qu'il y a un coffret de maquettes, il y en a une, à mon avis, très récente, car elle est avec Thomas Dutronc. C'est étonnant ce duo avec Thomas Dutronc, c'est totalement surréaliste presque. On devait participer à l'émission de Michel Drucker ensemble, et on devait faire un morceau et il devait faire un chorus de guitare. Et donc on a répété sur les harmonies de Si j'entrais dans ton cœur. C'est le titre de la chanson, oui. Et on a déliré comme ça pendant un bon moment autour de ces harmonies, et c'est ce qu'on entend là, c'est-à-dire on était chez nous ou chez lui, je sais plus exactement encore, où on était. De toute façon. Mais en tout cas, on a travaillé ensemble sur cette suite d'accords, et il est incroyable. C'est Django Reinhardt en personne, quoi. Exactement. Sort de ce corps. Et il a mis des années à le comprendre. D'ailleurs, pendant des années, il n'a rien fait. Puis brusquement, avec un premier album, il est enfin devenu Thomas Dutronc. Et puis, il y a un autre guitariste qui a beaucoup compté dans votre vie. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal de regards obliques, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics. Vous chantez Brassens, public, et je crois que votre rencontre avec Brassens a été déterminante, parce que dans ce coffret, il y a aussi des chansons des autres, voilà. Et cette chanson est importante parce que Brassens vous a appris, je crois, Yves Dutheil, à vous lever tôt, à écrire tôt. Oui, alors grâce à Clémentine de Roudil, qui est la petite fille de Douaneau, et qui a été à l'origine, en tant que commissaire, de l'exposition sur Brassens à la Cité de la Musique. Et donc je me suis retrouvé à un moment dans l'atelier de chansons de Brassens, reconstitué pour l'exposition. Et en fait, il y avait un panneau qui racontait comment Brassens écrivait. C'est là que j'ai découvert qu'il se levait à 5 heures du matin et qu'il travaillait sur ses textes, sur ses musiques, à cette heure-là, parce que c'est l'heure où personne n'est encore réveillé, il n'y a pas encore de téléphone, on n'est pas dérangé. Et c'est une heure où l'esprit est très clair. Donc je me suis dit, c'est intéressant, je vais essayer. Et depuis, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai suivi sa ligne de comportement d'écrivain en me levant très tôt le matin, et je me suis rendu compte que oui, j'avais l'esprit beaucoup plus clair que si j'essayais de veiller le plus tard possible pour travailler la nuit. À l'inverse, le matin, j'ai une espèce de ressort qui me fait bondir vers l'activité, et j'écris
comme Brassens. Et lui, en plus, prenait son téléphone, mettait du coton dedans et l'enfermait dans un placard pour être sûr qu'il ne sonne pas pendant qu'il écrivait. Alors ça, je ne savais pas. Alors, il y a une autre chanson aussi qui est importante, qui est liée à la Corse. Pour moi, c'est une de vos plus belles chansons, mais c'est pas forcément la plus connue. Loin des sentiers reconnus, il existe un coin perdu, et c'est l'un des plus beaux lieux du monde, où chemin de randonnée, de musique et d'amitié peuvent aussi parfois se confondre. La grande maison des vacances, c'est un titre qui parle à tout le monde, finalement, Yves Dutheil. Oui, parce que qu'on soit en location, en propriété, en occupation, la grande maison des vacances, c'est le moment où on se retrouve tous en famille, où on se retrouve avec des amis, et où il se passe des petits déjeuners interminables, la confiture, le miel, les tartines, le café, tous les parfums du petit déjeuner. Et c'est un moment tellement convivial que ça a été vraiment le point d'orgue, en fait, de la description de cette maison et des vacances qu'on y passe. La grande maison des vacances en Corse, c'est vraiment la terrasse abandonnée, c'est pavé de son plus beau silence pour nous dire voilà, à bientôt, patience. Voilà, c'est la maison où on est bien, la maison où on reçoit les amis, la maison où on prend le temps. C'est là aussi que j'écris. Et la Corse est devenue presque votre seconde patrie. Oui, vraiment. L'endroit où j'ai envie, comme Brassens avec son cimetière marin, d'avoir le mien un peu aussi, de regarder la mer et de ce pays d'adoption qui m'a séduit, qui m'a accueilli et qui m'a hébergé avec bienveillance et amitié. Et puis dans ce coffret donc qui réunit toutes les chansons, il y a aussi un autre titre peu connu, mais qui à mon avis symbolise ce que devrait être l'avenir. Si la vie fait confiance à ses meilleurs atouts, des savants, des poètes et des fous, car ce sont eux qui labourent, qui sèment et qui vendangent les vignes de nos rêves étranges. Et ce sont eux qui rallument certains soirs de déprime. Le monde sera sauvé par les poètes, les savants et les fous. Non, c'est pas faux comme idée. C'était une phrase de mon beau-père qui m'a dit un jour, c'est exactement ça. Hein. De toute façon, les plus heureux, ce sont les savants, les poètes et les fous. Ça a vraiment tilté dans ma tête. Et ça m'a donné l'envie d'en faire une chanson. Mais j'en ai fait une autre pour lui, Le Passeur de Lumière. C'est lui, c'est Jean, le papa de Noël, ce quasi-centenaire, jeune homme de 98 ans, qui m'aura passionné pendant toute cette vie de partage, pendant des décennies, à discuter de tout ce qui l'a intéressé, que ce soit le désert, l'histoire, la mer, la montagne, et puis l'astronomie, qui est toujours sa passion. Donc oui, c'est des phrases comme ça qui parfois donnent naissance à des chansons. Et avec le recul, vous avez vécu des moments difficiles, mais le bonheur est quand même présent depuis 50 ans, et vous le savourez d'autant mieux aujourd'hui. Virage. Oui. Exactement, oui, c'est des instants. Une chanson, c'est comme la photographie d'un sentiment. C'est un hologramme. Vous avez un petit bout de l'image et tout le reste suit. Et l'avenir, maintenant que ce coffret est sorti, on part pour 10 ans de plus ? Je suis en train de me préparer à mes 100 ans de chansons. Ah, très bien. et vous pourrez le faire à Bercy, vous pourrez dire adieu et Bercy. Exactement. En tout cas, ce coffret existe et je le recommande à celles et ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux et elles sont nombreuses, parce qu'il y a des trésors que l'on connaît, d'autres que l'on connaît moins, et qui correspondent parfaitement à ce que vous êtes. Et ce livre, Chemin d'écriture, où en écoutant les coffrets, on pourra lire les chansons et en apprendre beaucoup plus sur vous. Oui, absolument, c'est complémentaire. Et le Folies Bergère le 19 mai. Ah oui, alors ça, c'est le rendez-vous auquel je travaille en ce moment d'arrache-pied en parlant de verre. En tout cas, on prépare ce spectacle avec beaucoup de passion. Toute notre tournée au Québec a été la construction du spectacle. Et là, on est en train de peaufiner tout ça pour le 19. Eh ben, on s'en réjouit à l'avance. Merci Yves Dutheil, ne changez surtout rien. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.